Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle deck tech. Et oui, déjà une nouvelle deck tech, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais j'ai sorti avant-hier une deck tech sur Ratona-Keton uniquement réservée aux membres. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez devenir membre. C'est un moyen efficace de soutenir mon travail sur YouTube. Et vous aurez accès régulièrement à du contenu exclusif, comme c'est le cas avec cette deck tech, qui pour l'instant reste exclusive aux membres de la chaîne. Peut-être que plus tard on la passera en public, mais n'hésitez pas à aller voir, le lien est en description. Merci à celles et ceux qui le font, qui soutiennent mon travail, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Ratona-Keton, on est là pour parler de Yuna Grand Summoner, car oui, j'ai monté le deck Yuna Grand Summoner, un peu à ma sauce. Alors, monter c'est un bien grand mot, pour l'instant j'ai rentré ma liste sur Moxfield parce que beaucoup de cartes de ce deck ne sont pas sorties, à commencer par le commandant lui-même. Et l'idée de ce deck, ça va être d'abuser des invocations, des summons, parce que quand j'ai vu dans Magic qu'on allait avoir les invocations de Final Fantasy, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un deck avec des invocations dedans. Yuna est un des personnages invocateurs, invocatrices de la saga Final Fantasy. C'est des personnages que j'adore, que ce soit Yuna, Eiko, Daga. Les invocatrices ont toujours fait partie de mes équipes dans Final Fantasy parce que j'adore jouer ces personnages. C'est toujours très cool de pouvoir invoquer des énormes monstres. Et donc l'idée vient de là. Le problème, c'est que dans les couleurs Bant, parce que Yuna Grand Summoner, elle est Bant, on a seulement 8 invocations pour l'instant qui sont disponibles. Donc évidemment, même si ça synergise pas trop, j'ai mis toutes les invocations Bant qui étaient disponibles pour le moment, mais vous allez voir que j'ai rajouté une petite sauce personnelle que je trouve plutôt cool, et donc je vais commencer par vous dire ce que fait le commandant. Yuna Grand Summoner coûte 4, dont Bant, c'est une créature légendaire Human Cleric, elle est 1/5, c'est un dork, on peut l'engager pour faire du mana de n'importe quelle couleur, et la prochaine créature qu'on va jouer arrivera avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle, c'est pas rien. Ça ne laisse pas indifférent. Deuxième capacité, et là c'est important, quand un autre permanent que l'on contrôle est mis dans un cimetière, et c'est bien précisé permanent, donc n'importe quel permanent, pas forcément une créature, s'il y avait des marqueurs dessus, et pas seulement des marqueurs +1/+1, ça marche pour tous les marqueurs, et on va mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une autre créature ciblée. Et alors là c'est très intéressant, parce que immédiatement ça synergise au fait avec les invocations, sachant que les invocations sont des sagas créatures, d'elles-mêmes elles vont avoir des marqueurs lore qui vont arriver sur elle à chaque début de tour. Au bout de 3, 4, 5 tours, elles vont se sacrifier d'elles-mêmes, et donc ces marqueurs lore vont pouvoir être recyclés en marqueurs +1/+1 sur d'autres créatures. Alors évidemment, vous allez voir que le deck tourne autour des synergies marqueurs +1/+1. On est dans les couleurs Bant, donc c'est très efficace pour ça. Mais c'est vrai que le petit problème du deck, si on regarde, c'est effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de summon. Je les ai mises là, il y en a 9, j'avais dit 8, en fait il y en a 9. J'ai rajouté quand même la Yuna Hope of Spyra, qui peut être très efficace aussi dans une stratégie saga créature. Mais le problème c'est que le visuel me plaisait pas trop, et on était limité au Célestiade. Mais je voulais quand même pouvoir invoquer un maximum de summons différentes. C'est vrai qu'avec Bant, on en a accès à un peu plus. Et notamment Valfor, qui est bleu, sachant que Yuna Hope of Spyra n'est pas bleu, alors qu'il y a Valfor sur son illustration. Bon, je trouvais ça un peu limité, donc j'ai décidé de jouer l'autre Yuna. Je vous expliquerai ça, on va faire les choses dans l'ordre. Et donc la stratégie du deck, c'est de profiter de ces marqueurs +1/+1 avec des doubleurs de marqueurs +1/+1, avec la possibilité de déplacer les marqueurs d'un permanent à un autre, et de jouer du fait qu'on a des permanents qui vont d'eux-mêmes aller au cimetière, et on va pouvoir redistribuer les marqueurs sur nos créatures. Et pour ça, bien évidemment, il fallait beaucoup de sagas. Alors regarde, on a des sagas qui montent à 6, ça veut dire que la City of Death, qui est en fait une très bonne pièce de rampe dans ce deck, va monter donc à 6 marqueurs lore, va se sacrifier, et donc on pourra redistribuer 6 marqueurs sur une créature. Alors imaginez si on a un doubleur de marqueurs +1/+1 sur le board, c'est-à-dire que City of Death va nous pondre 6 tokens trésors, donc on va ramper à fond. Et derrière, on va rentabiliser encore plus la carte en pouvant mettre 6 voire 12 marqueurs sur une créature selon ce qu'on a sur le board. Tout ça pour 3 mana, c'est quand même plutôt balèze. Donc encore une fois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sagas dans le deck. On va passer en revue toutes les cartes une par une. Et je pense que c'est intéressant pour commencer de vous présenter toutes mes pièces de rampe. Alors les pièces de rampe, j'aurais pu mettre que des créatures, parce que le but c'est quand même d'avoir des cibles pour poser nos marqueurs +1/+1. Mais je me suis dit que si jamais il y avait de la gestion en face, s'il y avait des Vras ou des choses comme ça, j'allais perdre toutes mes pièces de rampe, et ça m'est de nombreuses fois arrivé en fait de n'avoir dans mon deck que de la rampe sous forme de dork, sous forme de créature, et finalement dès la première Vras tu te retrouves dans la sauce, tu te retrouves derrière tout le monde. Donc j'ai décidé en fait d'avoir plein de pièces de rampe différentes, à la fois sous forme de créature, à la fois sous forme d'artefacts, et à la fois sous forme de rituel, en privilégiant quand même les créatures, parce que c'est la base du deck, on est sur un deck mid-range qui va chercher quand même à attaquer avec
avec des gros tons. Et on commence de manière tout à fait classique par un petit Birds of Paradise. Une 0-1 pour un vert qui a le vol, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. C'est bien parce qu'on va avoir besoin de 3 couleurs différentes dans le deck, donc ça fixe. Et en plus de ça, une fois qu'on lui aura foutu plein de marqueurs +1/+1 sur lui, il pourra attaquer en l'air, donc c'est cool. City of Death, je vous ai déjà expliqué le principe, ça va nous créer 6 tokens trésors pour 3, c'est quand même pas dégueu. En plus, une fois que ça va aller au cimetière, une fois qu'il y aura le 6ème marqueur lore dessus, et on pourra poser 6 marqueurs +1/+1 sur une créature. Pourquoi pas notre Bird of Paradise par exemple. Cultivate, parce que c'est un classique, c'est le ramp A3 par excellence. Alors il y a Machin of Kodama aussi qui fait ça. On cherche dans notre bibliothèque 2 Basic Land, il y en a un qui arrive taper sur le champ de bataille et l'autre qui arrive dans notre main. Mais vous allez voir que quand même globalement nos pièces de ramp synergisent un petit peu avec le deck, faut pas déconner non plus. Gaïa Sage, c'est une 1-2 pour 2, dont un vert. On peut l'engager pour faire un mana vert pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. Ça tombe bien, on a plein de moyens de mettre des marqueurs +1/+1 sur nos créatures. Et en plus de lui-même, il va s'en mettre parce qu'il a l'évolution, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui arrive sur le champ de bataille et qui a une force ou une endurance plus forte que lui, et de lui-même, il va se mettre un marqueur +1/+1 sur lui, il va évoluer. Et si un jour je suis amené à fabriquer ce deck IRL, ce que j'espère, évidemment, je vais privilégier les artworks Final Fantasy X. Vous verrez qu'on a tous les gardiens de Yuna dans le deck, je suis resté RP. Et en plus de ça, c'est cool parce que il y a une bonne trentaine de cartes qui déjà seront dans le pack précon Tidus. Le Bant Tidus, voilà, dans lequel on peut retrouver la fameuse Yuna. Et donc en fait, là, ce que je vous montre, c'est une version pas mal améliorée du deck Tidus, où j'ai remplacé Tidus par Yuna en tant que commandant, et que j'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Entre le deck précon et cette liste, il y a environ 30-35 cartes de différence. Bon, c'est un peu plus qu'une amélioration quand même, mais je tenais à le préciser. On enchaîne avec Incubation Druid. Pour 2, c'est une 0-2 qu'on va pouvoir engager pour faire un mana de n'importe quel type qu'un land que l'on contrôle pourrait produire. Et si cette créature a un marqueur +1/+1 sur lui, et on va faire 3 mana à la place, qui est quand même costaud, et on peut également l'adapter pour 5, c'est-à-dire que on va mettre 3 marqueurs +1/+1 sur lui pour 5 mana, et donc encore une fois, même si on a plein de moyens de mettre des marqueurs +1/+1, de lui-même il va pouvoir s'adapter et faire 3 mana plus tard dans la partie. On a le Kami of Whispered Hopes, c'est une 1-1 pour 3, si un marqueur +1/+1 serait amené à être posé sur un permanent que l'on contrôle, et on va en mettre un de plus, et le Kami s'engage pour faire X mana de n'importe quelle couleur, X étant la force du Kami, donc minimum 1, et assez rapidement il va faire plein de mana, car on a plein de moyens de mettre des marqueurs sur nos créatures. Par exemple, Rishkar, Pima Renegade, lui il met des marqueurs, et en plus il va créer des dorks. Pour 3, c'est une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures que l'on contrôle, donc on peut le cibler lui et par exemple son pote le Kami, pourquoi pas. Chaque créature avec un marqueur sur elle, peu importe le type de marqueur d'ailleurs. Donc ça, Rishkar, c'est quand même assez costaud dans le deck parce que des marqueurs +1/+1 on va en mettre à gogo, ce qui fait que en fait tous nos permanents quasiment, parce que les summons c'est des enchantements et des créatures, donc quasiment tout le monde va devenir des dorks, et ça c'est cool. Un Sol Ring classique, alors je l'ai mis parce qu'il me fallait de la variété dans mes pièces de rampe, et puis bon, j'avoue là je me suis pas trop pris la tête, et pourquoi pas le Sol Ring le changer, parce que c'est vrai que j'ai de moins en moins tendance à mettre du fast mana dans mes decks, et s'il y a un slot qui doit bouger, ce sera le Sol Ring, évidemment. Encore une saga Song of Realize pour 2, les 2 premiers effets, et une créature que l'on contrôle va pouvoir devenir un dork, donc c'est-à-dire s'engager pour faire un mana, là en l'occurrence de la couleur qu'on souhaite. Et le troisième effet, avant d'être sacrifié, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'on contrôle. Ces créatures gagnent la vigilance, le trample et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. En début de game, ça va faire ramper un peu, en espérant évidemment qu'on ait au moins une ou deux bêtes sur le board. Mais normalement, on a pas mal de drop 1, de drop 2, donc ça devrait le faire. Et puis même en late game, pouvoir mettre +1/+1 à tout le board, donner le trample, la vigilance et l'indestructible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir saucer quasiment gratuitement sur nos adversaires. Les créatures vont pas s'engager, vont piétiner, et on est sûr que ça meurt pas, donc Song of Realize, peu importe quand ça tombe, c'est quand même efficace, et en plus de ça, quand elle se sacrifie, elle va booster nos autres créatures, parce qu'on pourra mettre les 3 marqueurs lore sur une autre créature, et ça deviendra des marqueurs +1/+1 grâce à Yuna. Twinching Doll, alors ça c'est probablement la meilleure pièce de rampe qu'il y a dans le pack. Pour 2, c'est une 2-2, on peut l'engager pour faire un mana de n'importe quelle couleur, et on va rajouter un counter Ni sur la Twinching Doll, et plus tard dans la partie, on va pouvoir l'engager, la sacrifier, et créer un nombre de 2-2 araignées égal au nombre de compteurs Nest, donc Ni, sur la Twinching Doll. Donc là, c'est rentable de fou, parce qu'en late game, quand on a suffisamment de mana,
et ben on va la sacrifier. Elle aura, je sais pas, 3-4 marqueurs nest sur elle. Donc il y a 3 ou 4 marqueurs nest qui vont arriver sous forme de marqueurs +1/+1 sur notre créature, et en plus on va flouder le board avec des araignées. Trop fort. Et peu importe que vous soyez arachnophobe, je m'en fiche, vous mangerez ma Twitching Doll dans les dents. Rampant Rejuvenator, c'est une 0/0 pour 4. Oh bah c'est nul, ça arrive, ça va au cimetière directement. Mais non, bien évidemment, parce que ça arrive avec 2 marqueurs +1/+1, et quand cette créature meurt, et ben on va chercher dans notre bibliothèque X Basic Land, X étant sa force, donc là en l'occurrence minimum 2. Voilà, donc là on a vu mes 11 pièces de rampe. Ce qu'il faut dans un deck, bah, c'est ramper, mais aussi pouvoir piocher. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dans le deck pour pouvoir piocher. Alors il y a d'autres trucs hein, qui vont permettre de piocher, mais j'ai pas mis le tag forcément. Mais vous verrez qu'il y a déjà 11 cartes qui permettent de piocher, mais il y en a peut-être même un peu plus. On va regarder ça un par un. Donc ça c'était dans le deck de base, hein, Lord, Giscal, Guado. Pour 2 c'est une 2/1, ça a le vol. Et à chaque fin de tour, si un marqueur a été posé sur cette créature, et bah on va investigate. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un token indice qui pour 2 se sacrifie. Et on va pouvoir piocher une carte. Donc normalement, à la fin de chacun de nos tours, s'il est sur le board, et ben on va créer un petit token indice. Ça, c'est une carte qui est peut-être un peu discutable, parce que j'aimerais pouvoir piocher directement, plutôt que de devoir payer 2, sacrifier mon token pour pouvoir piocher. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, hein, si vous avez des petites idées d'axes d'amélioration, moi je prends. Après, j'avoue que j'ai essayé quand même un maximum de rester RP avec l'univers de Final Fantasy X, donc bah voilà, j'ai laissé ça pour le plaisir de jouer des cartes FF10. Love Song of Night and Day, avec une illustration de Eli Minaya que j'aime pas mal. Donc c'est une saga, hein, pareil, qui quand elle va mourir va se recycler sous forme de marqueur +1/+1, donc ça c'est cool. En plus ça a le Read Ahead, ça veut dire que quand cette saga arrive, eh ben, on peut directement la passer sur le deuxième ou sur le troisième effet. Donc le premier effet, nous et un joueur adverse vont pouvoir piocher 2 cartes. Alors moi j'aime bien les sorts en blanc hein, qui font piocher les adversaires, ça me dérange pas parce qu'on va faire piocher la personne qui est un peu à la traîne, et puis finalement on va pas tant perdre au change que ça. Deuxième effet, on va créer un 1/1 blanc oiseau avec le vol, et troisième effet, on va mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures. Donc ça fait piocher, ça crée un petit token, ça met des marqueurs, et c'est une saga, donc de toute façon on pourra la recycler quand elle va mourir en marqueur +1/+1. J'ai pas trop réfléchi, j'ai mis. La désormais classique Tenuous Truth, évidemment pour piocher à gogo. Donc pour 2, on va enchanter l'un de nos adversaires. À la fin de son tour, on va piocher, mais l'adversaire en question va piocher aussi. Et évidemment, si vous attaquez l'adversaire, ou si l'adversaire vous attaque, vous sacrifiez Tenuous Truth. Ça crée immédiatement une espèce d'alliance. C'est une pièce extrêmement politique, mais c'est surtout une pièce qui va vous faire extrêmement piocher. Ça ne synergise absolument pas avec le deck, mais le truc c'est que le peu de fois où j'ai testé la carte, encore une fois merci Onry, j'ai tellement pioché avec ce truc que bah en fait maintenant, dès que je joue blanc, et bah je la mets. Et puis voilà, en commandeur multi, c'est toujours marrant de faire un petit peu de politique et faire des alliances. Bread for the Hunt, c'est un enchantement qui coûte 3, dont un bleu, un vert. Si jamais une créature que l'on contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle met des damages à un adversaire, et bah on va piocher une carte, ça arrivera très souvent. Inspiring Call, je vous refais pas le même, vous le connaissez, en tout cas Wizards et Square Enix se sont amusés de ça, la fameuse scène où Yuna et Tidus se forcent à rigoler. Voilà, dans le scénario c'est logique, mais il y a toujours un petit côté cringe, qu'on le veuille ou non. Ça fait un peu penser à ces thérapies du rire là qui sont très gênantes. Bon, c'est gênant mais c'est pas grave, c'est un éphémère pour 3, une réédition en plus. On va piocher une carte pour chaque créature avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et en plus de ça, ces créatures gagnent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça nous protège, ça fait piocher à gogo. Dans ce deck, précisément, ça peut être très game changer dans le sens où sur une Vrasse, nous on résiste et en plus on se refait une main. C'est horrible pour nos adversaires. J'étais obligé de la jouer, pas le choix, pas le choix. Dans le genre carte blanche que l'on joue parce que c'est trop fort, même si ça synergise pas, Loran of the Third Pass, évidemment, pour 3 c'est une 2/1, ça a la vigilance. Quand ça arrive, on va pouvoir détruire un artefact ou un enchantement. Le fait d'avoir accès à 2 types de cibles différents, c'est trop fort. Et en plus de ça, on l'engage, on pioche, et un adversaire va piocher aussi, mais c'est jamais grave de faire piocher l'adversaire si on fait piocher le moins fort de la table. Et toujours pareil, on peut faire des petits deals, des petits pactes avec nos adversaires quand Loran est là. Ça synergise pas, mais c'est trop fort, c'est trop fort. Et encore une saga, et puis celle-là elle est costaud parce qu'elle va jusqu'à 4 marqueurs lore, ça veut dire qu'on va la recycler avec 4 marqueurs +1/+1 quand elle va se sacrifier elle-même. Premier effet, on va faire un 1/1 soldat. Deuxième effet, on va mettre 3 marqueurs +1/+1 sur une créature que l'on contrôle. 3 marqueurs, c'est pas dégueu. Troisième effet, si l'on contrôle une créature qui a 4 ou plus de force, on pioche 2 cartes. Alors, cette saga fonctionne toute seule, hein, parce que le 1/1, on va lui mettre 3 marqueurs +1/+1, donc on aura une 4/4 qui peut nous faire piocher 2 cartes. Et puis gratos, quatrième effet, créer un gold token. Donc les gold tokens, c'est comme les trésors, en fait, hein, sauf je crois qu'il n'y a pas besoin de les engager. Mais en gros, on les sacrifie et ça fait un mana de la couleur de notre choix. Et quand ça meurt, hop, si Yuna est sur le board, et ben on va mettre 4 marqueurs +1/+1 sur une créature que l'on contrôle. Ça fait tout ça pour 3 mana.
mana, je trouve que c'est très costaud comme carte. Alors ça, c'est le commandant principal du deck, mais qui va se retrouver dans nos 99 cartes. C'est Tidus Yunas Guardian, et il porte bien son nom. Il coûte Bant, c'est une 3-3, et au début du combat, pendant notre tour, on va pouvoir bouger un marqueur d'une cible créature à une autre cible créature. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un marqueur +1/+1 et le mettre sur notre créature. Si on a un doubleur de marqueurs sur le board, c'est cool, parce que bah du coup, on prend ce marqueur 1-1, on va le mettre sur notre créature, et il y aura 2 marqueurs +1/+1 sur l'autre créature. Donc ça fonctionne si on a des doubleurs de marqueurs sur le board. Mais on peut prendre par exemple un marqueur bouclier, qu'on va déplacer sur une créature attaquante, pour être sûr qu'elle prenne pas trop cher pendant la phase d'attaque, ça fonctionne aussi. Donc ça c'est cool de pouvoir moduler un peu nos marqueurs comme on veut, de pouvoir les mettre un peu où on veut, ça c'est chouette. Et son deuxième effet, quand une ou plusieurs créatures que l'on contrôle avec des marqueurs sur elles mettent des combat damage à un joueur, et bah on va piocher une carte et on va proliférer. Alors on peut le faire qu'une seule fois par tour, donc Tidus va nous faire piocher qu'une seule fois par tour, mais c'est déjà ça. Mais surtout on va proliférer, ça veut dire qu'on va rajouter un marqueur de chaque type sur nos permanents. Et d'ailleurs on n'est pas obligé de le faire, mais globalement on va le faire sur toutes nos créatures. Mais si par exemple il y a une saga summon qui est sur le board et que vous n'avez pas envie qu'elle meure, parce que si elle arrive à son troisième effet, elle va aller au cimetière, bah vous pouvez dire uniquement sur cette créature saga, et bah je ne prolifère pas, et comme ça elle va rester à 2 marqueurs lore, et ça ira très bien pour vous. Ça, vous avez le droit de le faire. C'est légal. Tu as le droit. Petite réédition de Luminous Broadmoss avec un skin FF10. Alors ça, c'est extrêmement fort. C'est une 3-4 pour 4, dont 2 blancs. Ça a le vol. Quand une créature sans le vol meurt, et bah vous la retournez sur le champ de bataille avec un marqueur flyer sur elle. Donc ça, c'est cool que le vol arrive sous forme de marqueur, parce qu'on va pouvoir le déplacer potentiellement si on a besoin d'attaquer avec une grosse bête qui a pas le vol. Mais ça, ouais, une fois que c'est là, c'est vraiment trop fort, parce que même sur Vras, en fait, Luminous Broadmoss, il va voir vos autres créatures mourir, et donc toutes vos autres créatures, alors pas lui, hein, parce qu'il a le vol, mais toutes vos autres créatures qui n'ont pas le vol, vont revenir sur le champ de bataille avec le vol. Donc ça, c'est une protection absolue. En plus, bah ça reste une 3-4 vol, hein, donc si on lui met des marqueurs dessus, ça peut faire mal. Donc non, Luminous Broadmoss, c'était dans le deck de base, il me semble, je l'ai laissé, c'est trop fort. Oui, je l'ai mis dans la pioche, parce que c'est un sort de protection, mais oui, je l'ai mis dans... c'est plus dans le sens un peu... Oui bon, c'est même pas véritablement un sort de pioche, je sais pas ce qu'il fout là, c'est plus un sort de protection. Mais bon, il va empêcher des créatures d'aller au cimetière, c'est un peu... voilà, c'est un peu du card advantage. Non, pas du tout. Regardez, on va le changer de tag immédiatement. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme tag? Protection, j'ai mis protection, voilà, et j'enlève draw. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est une erreur. Par contre, Yunas Decision, ça peut faire du card advantage. C'est un rituel qui coûte 3, dont un vert. Scène culte de Final Fantasy X, devant laquelle moi personnellement j'ai fondu quand j'étais adolescent. C'est un sort modal, donc on va pouvoir choisir entre 2 effets. Le premier effet, on va sacrifier une créature. Si on fait ainsi, on va piocher une carte, et puis on va pouvoir prendre une créature ou un land de notre cimetière et le mettre sur le champ de bataille. Donc ça veut dire que potentiellement la créature qu'on vient de mettre au cimetière, on va pouvoir la remettre sur le champ de bataille. En termes de flavor, je sais pas exactement ce que ça représente. Ça veut dire que en fait Tidus ou Yuna se sacrifie pour l'autre, et que finalement dans son sacrifice, bah c'est pas vraiment un sacrifice, parce que finalement ils vont tomber amoureux et continuer leur aventure ensemble. Enfin bon, vous m'expliquerez le flavor exact de cette carte par rapport à FF10. Et le deuxième effet, on va pouvoir retourner dans notre main jusqu'à 2 permanents de notre cimetière. Donc ça peut faire de la récursion. C'est bien que ce soit modal, parce que selon votre board, bah il y a un effet qui sera quand même plus intéressant que l'autre, mais dans tous les cas ça vous fera du card advantage. Et c'est vrai que là quand je lis la carte, je me dis que c'est un slot qui potentiellement pourrait être changé, mais bon, le fait d'avoir un peu de récursion, ce qui manque quand même dans le deck, c'est pas mal. Et ça, c'est un gros sort, ça on aime bien, c'est du gros simic comme on aime. En plus, ça vient de Fallout, pas spécialement fan de l'extension, mais bon. La carte est bien, donc je vais la jouer. Volt 87 Forced Evolution, ça coûte 5, dont Dimir. C'est une saga. Premier effet, on va gagner le contrôle d'une créature non mutant. Il n'y en a pas beaucoup dans Magic, hein, ce serait vraiment pas de bol qu'il n'y ait que des créatures mutants en face. On va en garder le contrôle tant que l'on contrôle cette saga. Voler une créature adverse pendant 3 tours, c'est quand même chouette. Deuxième effet, on va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que l'on contrôle, et elle va devenir mutant en plus de ses autres types. Donc on peut potentiellement cibler la créature qu'on a volée, mais on va surtout essayer de cibler nos créatures. Et le troisième effet, on va piocher autant de cartes que la force la plus puissante qu'on a sur le board d'un mutant que l'on contrôle. C'est-à-dire que la créature qui sera devenue mutant, si elle a 4 de force, et ben on va piocher 4, si elle a 5 de force, on va piocher 5. Bon, je l'ai surtout mis pour le côté grosse pioche. Il y a aussi la synergie marqueur, ça fonctionne bien. Voler une créature en face, c'est jamais dégueu, mais j'avoue que le troisième effet, c'est celui qui m'intéresse le plus. Et donc voilà à peu près ce que j'ai pour faire du card advantage. Il y a sûrement
sûrement d'autres trucs dans le deck hein, qui font un peu de card advantage, mais en tout cas c'est eux que j'ai tagué avec draw, donc c'est eux que volontairement j'ai mis dans le deck pour piocher. Et là on va voir toutes les cartes qui synergisent avec les marqueurs, donc les créatures qui arrivent avec des marqueurs, les permanents qui permettent de doubler les marqueurs, qui permettent de déplacer les marqueurs, etc. etc. Alors peut-être que 29 c'est pas assez, mais je rappelle que toutes les summons et toutes les sagas qui sont pas toutes du coup dans cette catégorie permettent aussi de se recycler sous forme de marqueurs +1 +1. Donc déjà faut voir ça comme ça. Et puis voilà, la moitié des cartes sont pas encore sorties, donc la liste n'est pas fixe, peut-être que ça va évoluer d'ici là. Et on commence par une classique Walking Ballista qui coûte X plus X, qui est 0-0, et quand elle arrive sur le champ de bataille, on va mettre X marqueur +1 +1 sur elle, donc c'est bien parce qu'on peut la jouer à peu près n'importe quand dans la game, c'est ce qui fait un peu sa force, parce qu'en plus elle a un mana sink qui coûte 4, et on va pouvoir mettre un marqueur +1 +1 sur elle, donc voilà, si on a du mana up en fin de tour adverse, et son dernier effet qui est quand même plutôt cool, on va pouvoir retirer autant de marqueurs +1 +1 qu'on veut d'elle, et mettre un damage à n'importe quelle cible par marqueur qu'on a retiré de cette façon. C'est vrai que quand on lit la carte, on a toujours l'impression que c'est pas très fort, mais c'est une fois que c'est sur le champ de bataille qu'on se rend compte à quel point c'est fort. Le fait de pouvoir pinguer où on veut, c'est extrêmement fort. Il y a plein de petites créatures en face, que ce soit des dorks ou quoi, qu'on va pouvoir pinguer comme ça avec la baliste. Le fait qu'on ait le mana sink en plus, ça permet de recycler tout notre mana potentiellement. Et rappelle que dans le deck, on a moyen de rajouter des marqueurs +1 +1 assez facilement, de déplacer des marqueurs, de doubler les marqueurs. Donc Walking Ballista était déjà là dans le deck, je l'ai laissé. Et notre première gardien, une gardienne, Lulu, la classique Lulu pour 3, c'est une 2-3. Quand un adversaire nous attaque, on va pouvoir choisir une créature qui nous attaque et mettre un marqueur stun sur elle, ça veut dire qu'elle va s'engager et qu'elle ne se désengagera pas à son prochain tour. On va retirer le marqueur stun et par contre il faudra attendre encore un tour pour que la créature puisse se désengager. Donc c'est un peu de la gestion, c'est un peu du tempo, quand Lulu sera là, les adversaires vont y réfléchir quand même à 2 fois avant de vous attaquer, et en plus de ça, pour 4, on va pouvoir proliférer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter un type de marqueur sur chacun de nos permanents, donc que ce soit un marqueur lore, que ce soit un marqueur +1 +1, donc le marqueur lore, pourquoi pas, pour arriver aux ultis plus facilement de nos invocations, ou pour ajouter plein de marqueurs +1 +1 sur nos créatures, un petit mana sink là qui fait bien plaisir, et là on est totalement dans le RP Final Fantasy X, donc c'est cool. Seymour Meister, alors personnage de FF10, mais du coup qui est un peu en rivalité avec Yuna, donc ça marche pas forcément, mais il est quand même dans le deck, je l'ai laissé. C'est une 1-3 pour 3. Au début du combat, pendant mon tour, je vais mettre un marqueur +1 +1 égal à sa force sur une autre créature, donc ça va commencer par un marqueur, mais ça va vite grossir, parce qu'en plus de ça, il a un mana sink. Pour 5, on fait monstruosité X, X étant le nombre de marqueurs sur les créatures que l'on contrôle. Donc lui, pour 5, il va vraiment devenir très très monstrueux en late game normalement. Un classique, Mana Gorger Hydra. Pour 3, c'est seulement une 1-1 trample, mais à chaque fois que quelqu'un joue un sort, on va mettre un marqueur +1 +1 sur elle. Donc en un tour de table, elle va gagner 5 ou 6 marqueurs faciles. Évidemment, ne jamais laisser ce genre de bestiole sur le board, parce qu'au bout de 2 tours, en fait, t'as une 20-20 trample qui peut attaquer, et c'est très dangereux. En plus, c'est des marqueurs, donc moi je suis content. On est toujours dans le lore de FF10 avec le Blitzball Stadium, c'est un artefact qui coûte 1 bleu + X. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va support X, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre autant de marqueurs +1 +1 sur jusqu'à X créatures. Donc si par exemple j'investis 5 mana dans le Blitzball Stadium, je vais pouvoir mettre 4 marqueurs +1 +1 sur 4 créatures. Et il a sa petite capacité, Go for the goal, on paye 3, on l'engage, et jusqu'à la fin du tour, une créature gagne. Si cette créature met des damages dans la tronche d'un joueur, on va piocher une carte pour chaque marqueur sur cette créature. Et en plus, la créature ne peut pas être bloquée. Ça, c'est vraiment très cool. C'est-à-dire qu'on est sûr de faire passer une grosse bête. On est sûr de piocher, c'est potentiellement un kill dans le deck, hein, si on rend imbloquable une grosse bête, le gros Sin par exemple que vous verrez tout à l'heure qui fait partie des kills, c'est quand même du costaud. Hein. La classique, obligatoire, Ardent Scales, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois que des marqueurs +1 +1 arrivent sur une créature que l'on contrôle, et bah on en met autant +1. Donc ça pour seulement un vers c'était obligatoire, d'ailleurs il était dans le deck de base. Hein. Oh regardez cette grosse saga qui quand elle va se sacrifier va rajouter 6 marqueurs sur une de nos créatures. C'est la Long List of the Ends qui nous vient du Seigneur des Anneaux, ça coûte seulement un vert. En gros ce qu'elle fait c'est que au début de chacun de nos tours on va pouvoir dire un type de créature qui n'a pas été cité jusque là,
Et la prochaine fois qu'on lance un sort de créature avec le type qui a été cité, elle va arriver avec un marqueur +1/+1 en plus sur elle. Donc voilà en gros ce que ça fait, hein. Sachant que je joue quand même pas mal de types de créatures différents, même s'il y a pas mal d'humains. Les summons ont tout un type différent par exemple. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que les humains ont parfois des sous-types, genre Advisor ou Wizards, donc bah, je testerai la carte, mais je pense que ça devrait le faire. Regardez lui par exemple, il est insecte, donc ça fonctionne. C'est le Duck's Shell Crawler, pour 2 dont un vert, c'est une 0/3. Quand cette créature entre sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur une créature, et chaque créature que l'on contrôle avec un marqueur +1/+1 sur elle a le trample. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de gros tons, les créatures de base ont pas forcément le piétinement, donc bah lui va nous aider à passer les défenses adverses facilement. On enchaîne encore avec une carte FF10, Grateful Apparition, pour 2 dont un blanc, c'est une 1/1 avec le vol. Quand cette créature met des damages à un joueur ou à un Planeswalker, on va proliférer. J'ai déjà expliqué ce qu'était la prolifération dans ce deck, c'est très efficace. Une des cartes les plus appréciées de Bloomburrow, qui est presque devenue un classique dans ce genre de deck, c'est assez costaud, Innkeeper's Talent. Donc c'est un enchantement classe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire évoluer cet enchantement au niveau 2 puis au niveau 3 si on a le mana suffisant pour payer. En tout cas, l'effet de base pour 2, quand il arrive au début du combat, pendant notre tour, on va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. Et ce peu importe qu'on attaque avec des créatures d'ailleurs. Ça, si ça arrive en début de game, ça va faire beaucoup de marqueurs posés sur vos créatures. Pour seulement 2, c'est quand même très cool. Pour seulement un mana vert, on peut faire passer cette classe au niveau 2. Les permanents que l'on contrôle avec un marqueur sur elle ont ward 1. C'est toujours ça de prix, mais c'est pas l'effet le plus intéressant. Par contre, le niveau 3 pour 4 mana est plutôt cool. Si un marqueur ou plus devait être ajouté sur un permanent ou sur un joueur, et bah on va tout simplement en mettre le double. Donc ça fait partie, comme je vous disais, des doubleurs de marqueurs. Si jamais une carte vous dit mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature, et bah à la place vous en mettez 4. Et là ça commence à picoter, hein. Innkeeper's Talent, trop bien dans ce deck. Et je dis les marqueurs +1/+1, mais ça peut être aussi valable pour les marqueurs boucliers par exemple. Marqueurs boucliers qui permettront un petit peu de protéger notre board. Chez Linda, Yevon Acolyte, écoute Celestia, c'est une 2/2, elle a le lifelink. Quand une autre créature arrive sur le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Si cette créature est plus faible que chez Linda, et par contre si c'est une créature plus forte, chez Linda va gagner un marqueur. Bon, en tout cas ce qui est cool c'est qu'elle a le lien de vie, on va la blinder de marqueurs quoi qu'il. Et donc ça c'est cool parce que ça va creuser la différence. Et le fameux sphérié, j'avais fait un petit short du sphérié qui est plutôt chouette, même s'il est pas totalement RP, parce que j'aurais aimé pouvoir, à l'instar du système d'évolution dans Final Fantasy X, choisir un petit peu ce que je veux mettre sur mes créatures. Mais là, quoi qu'il arrive, c'est un enchantement qui coûte 2. Si une créature que l'on contrôle met des damages à un joueur, on va mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et quoi qu'il arrive, nos créatures avec des marqueurs +1/+1 sur elles vont avoir le reach et le trample. Donc voilà, pour 2 mana, ça reste quand même assez costaud, mais ça aurait été encore plus flavor, plus RP, si le sphérié nous permettait en fait de choisir un petit peu le type de marqueur qu'on met sur nos créatures. Mais c'est pas grave, on va pas se plaindre. Mais si, je me plains en fait, je me plains. Donc comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de cartes qui viennent de Final Fantasy X et du deck précon. J'en ai quand même laissé pas mal. Together Forever pour 2 blancs, c'est un enchantement qui dit que quand il va arriver déjà il va support 2, c'est à dire qu'on va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures que l'on contrôle, et son petit effet il suffit de payer 1, on va choisir une créature avec un counter sur elle, et si cette créature est amenée à mourir dans le tour, et ben on va la retourner dans notre main à la place. Ça va permettre quand même de protéger pas mal de nos créatures, et plutôt que de remplir le cimetière, et finalement remplir notre main. Et encore une saga qui s'énergise parfaitement dans ce deck quand Yuna est sur le board, Triumph of Gérard, pour 2 mana seulement, dont un blanc, premier effet et deuxième effet, et ben on va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que l'on contrôle, la créature avec la force la plus forte, donc on va enrichir les plus forts, mais bon, c'est pas grave, hein. Dans ce deck il y a droit, dans la vraie vie c'est moins cool. Et le troisième effet, avant de la sacrifier, la créature ciblée la plus forte que l'on contrôle va gagner le vol, le first strike, le lifelink jusqu'à la fin du tour. Alors ça pareil, imaginez qu'on ait un gros Sin sur le board. Alors Sin c'est le ton du deck, hein, c'est un peu le kill du deck, on arrivera dessus tout à l'heure. Bon bah là ça fait très mal, hein. Ça fait très mal, mais même si c'est pas forcément un gros ton, mettre le vol, le first strike et le lifelink sur une créature, c'est pas dégueu, hein. Et puis évidemment ça synergie avec tous les marqueurs, et en plus quand ça va mourir, on va mettre 3 marqueurs +1/+1 sur une créature. On aura quoi qu'il arrive un gros bébé qui va attaquer. J'adore cette carte, le Agent's Toolkit. Ça coûte un vert, un bleu, un générique, c'est un artefact indice. Elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle, un marqueur vol, un marqueur Death Touch et un marqueur bouclier. Et quand une créature arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on va pouvoir bouger
un de ces marqueurs sur la créature. Là, à la limite, ça ressemble un peu plus à ce qu'aurait dû faire le sphérié, mais bon. Et en plus, ce qui est cool, c'est que pour 2, on va pouvoir la sacrifier pour piocher une carte. Il y a un petit tricks avec cette carte, c'est que supposons qu'on n'ait pas touché à ces marqueurs, c'est-à-dire qu'on n'ait posé aucun marqueur sur une de nos créatures, elle aura ces 4 marqueurs sur elle. Donc le marqueur +1/+1, le Death Touch, le bouclier et le vol. Et ça veut dire que si on paye directement 2 et qu'on l'a sacrifié, non seulement on va piocher, mais les 4 marqueurs qui sont sur elle, on va pouvoir les recycler sous forme de marqueurs +1/+1. Voilà, c'est quand même intéressant d'avoir le Death Touch, le vol, etc. Mais dans certains cas, peut-être que cette trousse à outils nous servira à autre chose. C'est un peu pour ça que je l'ai mise dans le deck, parce que ça marchait bien et que c'était fun. Chasm Skulker, regardez comme c'est beau. Pour 3, c'est une 1-1. Quand je pioche une carte, et je mets un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon il y aura au moins un marqueur +1/+1 par tour qui arrivera sur elle. Et en plus, quand ça meurt, je vais créer X token 1-1 Squid avec la traversée des îles. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui contrôle une île, il pourra pas bloquer ces petits squids. Et donc X étant le nombre de marqueurs qu'il y a sur le Chasm Skulker. Pareil, je crois pas que ce soit le truc le plus opti dans le deck, mais quoique ça peut nous faire un petit board. Ça traverse les défenses adverses. C'est le genre de carte, j'attends de voir comment ça se comporte une fois que je l'ai joué. Je vais garder les invocations pour après, on les fera tout en dernier parce que je kiffe ce type de carte et c'est surtout autour de ça que j'ai construit le deck, même s'il n'y a pas toutes les summons qui interagissent correctement. Le but c'était de pouvoir toutes les jouer, donc on fera un petit topo sur les invocations après. Et voici Tromel, Seymour's Butler, avec son illustration qui... je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, c'est une 2-3 pour 3, dont un vert. Toutes les créatures non token que l'on contrôle vont arriver sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elles. Et on peut payer 1, l'engager, proliférer X fois, X étant le nombre de créatures que l'on contrôle, non token, qui sont entrées sur le champ de bataille ce tour-ci. Alors comme ça paraît pas, mais lui, il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans les playtests que j'ai fait, j'ai à peu près en mid-game 2 créatures qui rentrent sur le board par tour. Donc pouvoir proliférer 2 fois par tour, c'est très énervé. En vrai, c'est très énervé. Warden of the Grove, c'est une 2-2 pour 3, c'est une hydre. À la fin de mon tour, je vais mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature, et quand une créature non token entre sur le champ de bataille, elle va endurer X, X étant le nombre de marqueurs sur le Warden of the Grove. Donc là, on va endurer X, ça veut dire que, en fait, très rapidement, on va endurer 1, 2, 3, 4, selon le temps que la Warden of the Grove reste sur le champ de bataille. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un peu modulable, soit on va faire un petit peu de board, soit on va pouvoir rajouter des marqueurs +1/+1 sur nos créatures. Et c'est sûrement ce qu'on fera le plus souvent. Encore un gardien de Yuna, et pas n'importe lequel, Oron, Venerated Guardian. On adore tous ce personnage. C'est une 2-5 pour 4, dont un blanc, il a la vigilance, et il peut faire Shooting Star. C'est-à-dire que quand il attaque, on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui, et si on fait ainsi, on va pouvoir exiler une créature du joueur qu'on attaque, qui a une force inférieure à celle d'Oron, et cette créature va rester exilée tant que Oron reste sur le champ de bataille. Donc lui, on va lui en mettre des marqueurs boucliers, on va essayer de bien le protéger. Et c'est quand même vénère hein, de pouvoir exiler une créature adverse à chaque phase d'attaque comme ça. Oron sera souvent la cible des joueurs adverses, je pense. Et en plus, il est 2-5, donc il résiste bien. Il a la vigilance, on n'aura pas trop de soucis à attaquer avec lui normalement. Il était dans le deck de base, il est full flavor. On l'a laissé. Forgotten Enchant, encore un skin et une carte qui est très flavor avec Final Fantasy X pour 4, dont un vert, c'est un élémental qui est 0-3. Quand un joueur lance un sort, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ça nous rappelle un petit peu l'hydre infâme que vous connaissez tous. Et au début du tour, je peux bouger n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 d'une créature à une autre. Donc ça, c'est vraiment chouette de pouvoir faire sa popote. Encore une fois, si on a un doubleur de marqueurs sur le board, et ça va démultiplier les marqueurs +1/+1, donc ça c'est... Pour ceux qui ont déjà eu affaire à des madame bourre-de-fleurs ou ce genre de choses, vous savez que c'est très efficace dans ce genre de deck. Kimahri, Valiant Guardian, incroyable. Le gardien le plus fidèle de Yuna et le plus ancien, on l'adore. En plus, il a une des plus belles illustrations du set, je trouve. Je m'attendais pas à ce qu'un personnage furry avec des muscles comme ça ait une si belle illustration. Bah là, bravo, il est incroyable. Pour 4, dont un vert, un bleu, c'est une 3-3 avec la vigilance. Et vous savez que Kimahri, il copie les sorts adverses dans le jeu. Et là, c'est... plus ou moins ce qu'il va faire, parce que au début du combat, pendant notre tour, déjà on va mettre un marqueur +1/+1 sur lui, on va engager une créature qu'un adversaire contrôle, et on peut faire en sorte que Kimahri devienne la copie de cette créature, mis à part qu'il s'appelle toujours Kimahri, et qu'il a la vigilance et ses capacités. Déjà en lui-même, première phase d'attaque, une 4-4 vigilance qui va engager une créature en face, bon déjà c'est pas dégueu, il va grossir à chaque phase d'attaque, et à un moment donné, s'il y a un gros bestiau qu'on a envie de copier en face, on copie le gros bestiau, et voilà quoi. Donc non, encore une fois, il était dans le deck de base, hein, je l'ai laissé parce que il faut qu'Yuna ait ses gardiens.
et c'est flavor, et c'est fort, et j'ai envie de le jouer tout simplement, j'ai envie de jouer avec les personnages d'FF10. Mon problème c'est que j'ai aussi envie de jouer avec les personnages d'FF9, et avec les personnages d'FF7, et etc. Donc bon, mon but premier c'était de pouvoir invoquer plein de summons, donc j'ai choisi Yuna. Et puisqu'on parle des gardiens de Yuna, il nous manquait Wakka, ce bon vieux Wakka qui nous vient de Bayside Island. Wakka, Devoted Guardian, il est 4-4, il coûte 4, dont Célestia. Il a la portée et le piétinement. Alors je rappelle que Wakka c'est un peu l'archer de Final Fantasy X, c'est aussi un peu pour ça qu'il a la portée. Quand il met des combats de damage à un joueur, on peut détruire un artefact que ce joueur contrôle et mettre un marqueur +1/+1 sur Wakka. Donc avoir un Pet Arthos sur patte, c'est fort, clairement, en espérant que le joueur qui a un artefact qu'on n'aime pas trop puisse être attaquable. Et son deuxième effet, à la fin du tour, s'il y a un counter qui a été mis sur Wakka, et bah on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que l'on contrôle. Vous savez que Wakka, c'est un support, il est fidèle à ses amis, c'est le bon pote, il encourage tout le monde, donc il va mettre des marqueurs +1/+1 sur tous ses potes à partir du moment où lui il en a eu un. Ça dans le deck, ça peut faire un malheur. Les cartes de base du deck sont quand même assez fortes, hein. Sister Magus, on y reviendra quand on parlera des invocations. Et Sin, je l'ai mis dans mes kills. Bah, cela dit, on peut parler des kills directement, enfin des kills, des kills, des one cards qui potentiellement nous feront gagner. En tout cas qui nous aideront énormément à accéder à la victoire. Évidemment, on va commencer par Sin, le grand méchant de Final Fantasy X. Sin, Unending Cataclysm. Bon, c'est un gros bébé, il coûte 7, dont Simic, c'est une 5-5, ça a le vol, ça a le piétinement, il en impose déjà pas mal. Et il va arriver sur le champ de bataille avec X marqueurs +1/+1 sur lui, X étant le double des marqueurs qu'on a remove de cette façon. C'est-à-dire que si on a retiré, je sais pas, 7 marqueurs sur toutes nos créatures, il va arriver avec 14 marqueurs +1/+1. Donc ça va être un monstre. En fait, dans ce deck, quoi qu'il arrive, normalement, quand il débarque sur le champ de bataille, c'est un monstre absolu. En plus, il vole, il a le piétinement. Dommage qu'il ait pas la célérité. Et en plus, c'est cool parce que quand il meurt, il va redistribuer ses marqueurs. On prend pas vraiment de risque, c'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment prendre tous nos marqueurs +1/+1. Bon, s'il se prend un exil, c'est relou. Espérons qu'il se prenne pas Pass to Exile. Disons qu'il se prend un droit à la gorge ou je ne sais quelle carte qui permet de détruire une créature. Bon, bah, les marqueurs, on les redistribue, là, c'est cool. Par contre, oui, face à l'exil, c'est sa plus grande faiblesse. Face à l'exil, c'est dur parce qu'on n'a plus de marqueurs +1/+1 et on n'a plus de Sin. Là, c'est la merde. Bon, supposons qu'on le rende imbloquable, hein, ce qui est possible. Là, tout de suite, ça va faire très mal. Mais en fait, il redistribue pas vraiment. On va remettre les marqueurs sur une créature, pas sur toutes les créatures. Par contre, il va être remélangé à notre bibliothèque. Voilà, c'est vrai que sa plus grande faiblesse, c'est l'exil. Hein. Bon, Bahamut est un kill dans le deck, mais on y reviendra après quand je vais vous parler des summons. Alors ça, c'est la seule vrasse du deck. J'ai vraiment pas beaucoup de sorts de gestion. J'ai Damning Verdict quand même, qui permet de détruire toutes les créatures qui n'ont pas de marqueur sur elles. Donc ça, c'est typiquement le genre de vrasse unilatérale qui match très très bien dans notre stratégie. Et clairement, après ça, c'est free pour attaquer. Hein, et donc là, normalement, la victoire est à nous. Donc ça, pareil, je savais pas trop le mettre, mais Chocobo's Knights, pour 4, c'est une 3-3. Quand on attaque, toutes les créatures avec un marqueur sur elles gagnent le Double Strike. Évidemment, ça ne fonctionne qu'avec les créatures que l'on contrôle, sinon ce sera abusé. Mais voilà, avoir une armée de grosses créatures qui attaquent avec le Double Strike, bon, c'est souvent ça va être overkill. Et pareil, la petite Riku, qui va pas mal supporter le deck aussi, et qui est une gardienne de Yuna hein, aussi. Hein. Riku, Resourceful Guardian, pour 3, dont un bleu, c'est une 2-3. Quand un marqueur ou plus arrive sur une créature, jusqu'à la fin du tour, cette créature ne va pas être bloquable. Donc ça, pareil, ça va permettre au ton de passer les défenses adverses assez facilement. Avant de passer aux têtes d'affiche du deck, qui synergisent pas forcément, il y a quand même quelques sorts de protection. Bon, j'ai accès au bleu, donc pour éviter les vrasses, plutôt que de mettre des sorts de protection comme Heroic Intervention, je préfère mettre des contre-sorts directement, une offre que vous ne pouvez pas refuser. Pour un bleu, tout simplement, on va contrer un sort non-créature. Bon, certes, son contrôleur va créer 2 trésors, mais c'est pas bien grave. Hein. Le but, très franchement, c'est de protéger notre board. Bon, ça, pareil, c'est pas opti dans le deck, mais je l'aime trop. La grenouille à sport. En plus, j'ai un pote qui la joue en ce moment, elle nous fait trop marrer. Pour un vert, c'est une 1-1, et si on la sacrifie, ça fait fog. Tout simplement, on va prévenir toutes les blessures de combat. Donc pareil, quand ça c'est de votre côté, non seulement c'est une petite arme politique, et puis en plus de ça, personne va vouloir investir, personne va vouloir engager toutes ces créatures vers vous, parce que forcément, petit coup de grenouille, et hop, il se passe plus rien. Je l'adore, elle est trop cool. C'est vraiment le genre de petite carte à la con qui change totalement la vision de la game, et en vrai c'est trop cool. Et en même temps, elle est à l'image de ce que serait une grenouille à sport dans la vraie vie. Hein. Moi je vois un truc comme ça dans la nature, je le trouve mignon, mais je m'en approche pas. Hein.
J'ai pas envie d'avoir un troisième bras qui me pousse au niveau du ventre. Et un sort de protection, évidemment, protection magique pour 2 blancs. Probablement le plus pertinent dans ce deck, parce qu'en fait, on va pouvoir mettre un marqueur bouclier sur jusqu'à 3 créatures que l'on contrôle. Les marqueurs boucliers, en fait, vont permettre de se protéger des dégâts et de la destruction. Alors évidemment, si la créature prend des dégâts ou si elle est amenée à être détruite, on retire le marqueur bouclier. Et après, là, la créature est à la merci de tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'on a moyen de profiter de ces marqueurs, on a moyen de les déplacer, on a moyen d'en faire plein de choses. C'était dans le deck de base, le skin FF10 est chouette, donc je l'ai laissé, hein, mais encore une fois, ça c'est améliorable, je pense. Donc on a vu la rampe, on a vu la protection, on a vu les pseudo-kills, on a vu ce qui me permet de piocher, on a vu toutes les synergies marqueurs, et l'illustration est magnifique, hein, je suis désolé, mais c'est une des plus belles. Ça en foil... Elle est tellement plus belle que l'autre Yuna, je trouve, cette illus. Et le plaisir, pourquoi j'ai fabriqué ce deck, tout ça pour ça. Hein. Et en plus, pour jouer des cartes, vous le verrez, qui sont pas si synergiques. Et notre première invocation, Fenrir, regardez comme il est beau. C'est une 3-2 pour 3, dont un vert. Le premier effet, donc c'est un effet de rampe, on va chercher dans notre bibliothèque un Basic Land qu'on va mettre sur le champ de bataille engagé. Deuxième effet, le prochain sort de créature qu'on va lancer... cette créature arrivera avec un marqueur additionnel +1/+1 sur elle. Et troisième effet, on va piocher une carte à condition que l'on contrôle la créature la plus forte sur le board. Alors c'est pas du tout la plus forte des summons, mais je l'aime bien, et de toute façon je veux mettre dans le deck toutes les summons Bant. C'est la condition de base pour monter le deck, il faut que j'ai accès à toutes les summons qui sont jouables dans mon deck. Ensuite, on a Ixion. Donc Ixion, c'est étonnant qu'elle soit pas rouge parce qu'elle représente le tonnerre, l'électricité dans FF10. Et généralement, dans Magic, c'est simulé par la couleur rouge, mais là, elle est blanche. Bon, pourquoi pas. Pour 3, c'est une 3-3, dont un blanc. Le premier effet, on va exiler une créature qu'un adversaire contrôle. Simple, efficace. Bon, ok, la créature reviendra quand Ixion quittera le champ de bataille, mais c'est pas grave. Deuxième et troisième effet, on va mettre un marqueur +1/+1 sur jusqu'à 2 créatures que l'on contrôle, et on va gagner 2 points de vie. L'effet plancher de la carte est pas si puissant, surtout qu'on peut mettre que jusqu'à 3 marqueurs lore, ce qui fait que Ixion va pouvoir attaquer qu'une fois, parce que premier tour, mal d'invoque, deuxième tour, elle peut attaquer, troisième tour, elle va être sacrifiée. Certes, elle va être recyclée en marqueur +1/+1, mais bon, je m'en fiche, elle est d'FF10, elle est jolie, et comme je vous l'ai dit, je joue toutes les invocations Bant. On enchaîne avec Garuda, qui elle, pour le coup, n'est pas dans FF10, mais c'est pas grave, j'y ai accès, donc je la joue, c'est une 3-3 pour 4, elle a le vol. Pareil, elle va pouvoir attaquer qu'une seule fois, mais c'est pas grave. Premier effet, on va mettre 4 damage à une créature engagée qu'un adversaire contrôle. Bon, à ce moment-là de la partie, normalement, on aura forcément une créature engagée quelque part, donc on aura une cible potentielle. Et deuxième et troisième effet, une créature que l'on contrôle gagne +1/+0 et le vol jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est le power level du Numco. Oui, dans le deck, il y aura forcément mieux, mais je vous l'ai dit, moi je veux invoquer toutes les créatures de Final Fantasy. Bon, Yuna, elle peut pas invoquer Garuda, mais c'est pas grave. C'est le plaisir. C'est Final Fantasy, on se fait plaisir. Par contre, ce bon vieux Yojimbo, qui est un peu le Odin de Final Fantasy X, lui, on est content de le jouer. Pour 4, c'est une 5-5. En plus, il peut aller jusqu'à 4 marqueurs lore. C'est-à-dire qu'il va pouvoir attaquer jusqu'à 2 fois. Il va se recycler en 4 marqueurs +1/+1. Premier effet, on exile un artefact ou un enchantement ou une créature engagée qu'un adversaire contrôle. C'est incroyable d'avoir autant de cibles potentielles, ça c'est vraiment cool. Deuxième, troisième effet, jusqu'à la fin du tour, les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2. Donc un effet Ghostly Prison sur le deuxième et troisième effet, ça c'est cool. Ça va pas mal nous protéger mine de rien. Et quatrième effet, on va créer X marqueur trésor, X étant le nombre de joueurs adverses qui contrôlent une créature avec une force de 4 ou plus. Alors le quatrième effet est quand même extrêmement chelou. C'est un effet de rampe, malgré tout. Et puis, très franchement, c'est pas cette quatrième partie qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a avant. C'est le 5-5 vigilance. Et c'est le recyclage des 4 marqueurs lore en marqueur +1/+1. On y arrive. Les Sister Magus, incroyable. Quelle folie quand on arrive à les attraper dans Final Fantasy X. On comprend pas trop au début, c'est un peu goofy. En plus, il me semble qu'elles sont exclusives à Final Fantasy X, à moins qu'elles apparaissent en guest plus tard, ou que peut-être dans un vieux FF elles étaient là, mais je pense pas. Bon, ça c'est une carte un petit peu gamble, hein, donc ça va faire un petit peu n'importe quoi, mais globalement ça reste assez fort. C'est une 5-5 pour 5 qui a la célérité, donc c'est cool parce qu'elle pourra attaquer 2 fois, ce qui n'est pas le cas généralement des créatures saga qui peuvent aller que jusqu'à 3 marqueurs lore. Et en fait, c'est 3 fois le même effet, hein, qui va être choisi au hasard. Donc premier effet au hasard, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Donc ce qui est cool, c'est qu'elle pourra se cibler elle-même, donc on aura une 8-8 célérité prête à attaquer. Déjà rien que ça, c'est cool. Deuxième effet, on va mettre un marqueur bouclier sur une créature que l'on contrôle. C'est peut-être l'effet, moi, qui m'intéresse le moins. Alors, on va gagner 3 points de vie en plus, quand même. Bon, pourquoi
pourquoi pas. Et le troisième effet, cette créature va se battre contre une autre créature qu'un adversaire contrôle, donc il y aura un effet un peu anti-bête. C'est une 5-5, donc globalement elle devrait s'en sortir. Donc voilà, c'est du gamble, mais je trouve ça trop drôle, et c'est RP avec Final Fantasy X, et c'est une invocation, ça m'a suffi à me convaincre. Après, je dis que ça synergise pas, mais globalement, le fait que ça aille au cimetière et qu'on puisse redistribuer les marqueurs lore sous forme de marqueurs +1/+1, quoi qu'il arrive, ça synergise un peu en vrai. Je me trouve de bonnes excuses. Cette bonne vieille Shiva, donc c'est pas la Shiva version Jill, hein, c'est la Shiva classique de Final Fantasy X pour le coup. C'est une 4-5 pour 5. Le premier et le deuxième effet sont les mêmes. On va engager une créature qu'un adversaire contrôle et on va mettre un marqueur stun dessus. Donc ça va pas mal temporiser, en vrai c'est chill. Puis pourquoi pas, ça va permettre aussi à Shiva d'aller attaquer à son deuxième tour. Et le troisième effet, on va piocher une carte pour chaque créature engagée que nos adversaires contrôlent. Et ça, je pense que c'est vraiment cool parce que ça va quand même nous faire pas mal piocher. Globalement, il y aura encore au moins une créature d'engagée grâce au marqueur stun, donc on va au moins piocher un, et normalement à ce moment-là de la partie, il y a quand même des choses qui attaquent, hein. Donc à moins que vos adversaires disent « Oh bah tant que Shiva est là, on s'attaque pas », vous allez quand même piocher, je pense, pas mal de cartes. Après, ça dépend ce que ça joue en face, encore une fois, hein, mais en multi, globalement, ça va être assez efficace. Et ce bon vieux Valfor, bah oui, parce que dans la version Celestia du Yuna, on pouvait pas le jouer, donc il me fallait avoir accès au bleu, donc avec Bant. C'est aussi pour ça que je préfère jouer la Yuna Bant, même si la Yuna Celestia sera pas mal en support dans le deck, vous le verrez. Valfor, c'est une 5-4 pour 5, ce qui est cool, c'est qu'il va jusqu'à 4 marqueurs lore, donc il va pouvoir attaquer 2 fois. Premier effet, chaque adversaire choisit la créature avec son plus gros coup de mana et la retourne dans sa main, en espérant qu'en face il n'y ait pas des créatures avec des gros ETB, sinon c'est chiant. Mais globalement c'est cool parce que si on remonte des grosses créatures, ça va un petit peu faire perdre un tour à chaque adversaire globalement, bon, en espérant qu'il y ait des grosses créas en face, hein, histoire que Valfor soit bien efficace. Deuxième, troisième et quatrième effet, c'est la même, on va engager une créature et mettre un marqueur stun dessus. Donc en fait c'est cool, donc ça va vraiment être une carte de tempo et de gestion un peu sur les créatures adverses. Et ce qui est bien, c'est que Valfor normalement devrait pouvoir attaquer tranquille. On a une 5-4 qui va voler, on va remonter des créatures adverses, on va engager des créatures adverses, donc normalement il pourra passer quelque part, mettre ses dégâts. Et puis c'est quand même le bro de Yuna, donc il est là quoi qu'il. J'ai été tellement heureux quand ils les ont révélés, j'y croyais pas. Est-ce qu'on allait les avoir ou pas? Bah du coup c'est l'invocation ultime de Final Fantasy VII, les chevaliers de la table ronde. Ils sont assez lourds, ils coûtent 8. Ils sont 3-3 indestructibles, bon ça c'est cool, au moins on est tranquille. Vous remarquerez qu'il va monter jusqu'à 5 marqueurs lore, donc il va très bien se recycler. Et en plus de ça, il va pouvoir attaquer 3 fois. Premier, deuxième, troisième, quatrième effet, on va créer 3, 2, 2 chevaliers. 4 x 3, 12, hein, donc les 12 chevaliers de la table ronde, bien évidemment. Et puis bah comme dans le jeu, hein, quand on les invoque, ça met 12 coups à l'adversaire, c'est très costaud. Et en plus de ça, on a un cinquième effet qui dit que toutes les créatures que l'on contrôle vont gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et on va pouvoir mettre un marqueur indestructible sur chacune d'elles. Bah ça c'est quasi un kill, hein. Parce qu'en vrai si on a un peu de board, déjà on aura nos 12 chevaliers, ce qui est pas dégueu, mais on aura sûrement d'autres créatures autour, donc +2/+2 indestructible à tout le board, ça devrait faire des dégâts quand même. Donc je suis trop heureux avec ce skin incroyable, c'est parfait, merci Wizards, merci Square Enix, vous êtes trop forts. Et donc ma dernière invocation, Bahamut, qui est un kill également dans le deck, bon il est incolore, donc j'y ai accès, donc je l'ai mis, même si synergise pas tant que ça, je m'en fous. C'est une 9-9 vol pour 9. Premier effet, deuxième effet, on va détruire tout simplement un permanent, non terrain. Simple, clean, efficace. Troisième effet, on va piocher 2 cartes. Et alors la quatrième effet, bah normalement, si le board est bien rempli, c'est finito. Cette créature va mettre un nombre de dégâts égal à la mana value parmi tous les permanents que vous contrôlez. C'est dommage que ce soit Other et de toute façon, qui se compte pas lui dans le total parce qu'il y aurait minimum 9. Mais je rappelle qu'on est sur un deck globalement mid-range avec une moyenne qui tourne autour de 3-4. Donc il y a moyen qui est à peu près... allez, je dirais entre 15 et 20 de total mana value sur le board, normalement. En tout cas, faut faire en sorte qu'à ce moment-là de la game, vous ayez un petit peu... C'est vrai que c'est plus sympa à jouer avec des Eldrazi, etc., hein, c'est sûr. Hein. De toute façon, il a peut-être même été un peu conçu pour ça. Et puis finalement, peu importe ce qu'il y a marqué dessus, c'est une invocation. La question ne se posait pas tant que ça. Et pour huiler un petit peu tous les rouages de ces mécaniques, vous me direz peut-être un peu bancal, mais moi je suis content un peu de mon idée, là, de jouer plein de sagas avec Yuna. Bah du coup on a la Yuna Hope of Spira, qui est uniquement Celestia, c'est pour ça que c'est pas normal qu'il y ait Valfor sur les lustres, mais bref. Elle est 3-5 pour 5 dont Celestia. Pendant notre tour, les enchantements créatures que l'on contrôle ont le Trample et le Lifelink, et le Ward 2.
Ça marche tellement bien avec nos invocations, vraiment ça va faire très mal. Rien que si on a une seule invocation sur le board et Yuna Hope of Spyra, ça va faire vraiment mal. Et à la fin du tour, on va pouvoir retourner un enchantement depuis le cimetière sur le champ de bataille avec un Finality Counter dessus. Le Finality Counter, ce qui est cool, c'est que potentiellement on pourra le déplacer, mais en vrai c'est même pas très grave. Une fois que la créature meurt, que la saga est meurt, bah, elle sera exilée au lieu d'aller au cimetière. Bon, on en aura déjà bien profité normalement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rejouer grosso merdo, gratuitement nos invocations. Donc ramper un petit peu jusqu'à nos grosses summons, jouer Yuna Hope of Spyra, recycler tous les lore counters sur des créatures, pourquoi pas sur elles, pour ensuite recaster depuis le cimetière gratuitement, on les caste pas vraiment, mais les ramener gratuitement depuis le cimetière pour les rejouer juste derrière, enfin c'est... Je pense qu'à son climax, le deck a des grosses bêtises à faire, et bah, on verra comment ça tourne, hein. On verra comment ça tourne, est-ce que j'investis dans les cartes ou pas, est-ce que... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, hein. Est-ce que vous pensez que c'est viable? Moi je pense que ça l'est. Est-ce qu'il y a des gros axes d'amélioration que j'aurais pas vu? Je vous rappelle quand même que le but du deck c'est de jouer Yuna et de jouer toutes les invocations Bant, je le rappelle. C'est surtout ça le but du deck. Après j'ai fait comme je pouvais. Bon après la mana base, je l'ai pas trop changé, mais je peux l'améliorer avec ce que j'ai à la maison. Globalement dans les landes utilitaires, on va avoir... La Forge des Héros, si on l'engage, le commandant ciblé qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, bah on va pouvoir mettre un marqueur +1/+1 dessus. Voilà, bon c'est un peu chiant, ça fait du mana incolore, en plus si on le fait, bah, on pourra pas profiter de son mana. Bon, c'est vraiment histoire de dire, parce que ça synergise avec les marqueurs, hein. Dans le même genre, on a Oran Reef, The Vast Hood. Donc pareil, ça arrive engagé, ça fait du mana vert, et on peut l'engager pour mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature verte qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Et il doit y avoir d'autres terrains qui se baladent dans le même genre, qui permettent d'ajouter des marqueurs, des choses comme ça. La mana base, c'est comme d'habitude, c'est un peu selon vos moyens, hein. Est-ce qu'on joue des fetch, est-ce qu'on joue que des landes qui arrivent d'étape, est-ce que... Ça, en vrai, moi, ça dépend de ce que j'ai dans mes boîtes et dans mes classeurs, et ça, c'est un peu selon les moyens de chacun. Ce qui va être important, c'est de vous fixer, parce que Bant, mine de rien, bah, il faut pouvoir se fixer avec nos 3 couleurs, mais normalement, il y a ce qu'il faut, hein. Même en version budget, il y a ce qu'il faut. Et puis avoir aussi, bah, peut-être les landes qui peuvent jouer avec... Il y a le land Fallout aussi qui permet de... Bah, d'ajouter un marqueur bouclier sur une créature qui vient d'arriver en jeu. Je devrais peut-être l'ajouter aussi. Mais je crois, mesdames et messieurs, que nous avons fait le tour. Donc voilà, donc c'était mon deck Yuna Grand Summoner. J'espère que ça vous a plu, c'était surtout un deck thématique. J'ai vu comment je pouvais un petit peu exploiter au max cette petite ligne de texte, hein, qui nous dit tout simplement bah, que s'il y avait un marqueur ou plus sur un permanent, et bah, on peut mettre autant de marqueurs +1/+1 sur une cible créature. Car oui, c'est marqueur, mais c'est pas précisé +1/+1. Donc voilà, j'ai surtout essayé d'exploiter à fond cette ligne de texte grâce aux sagas et grâce aux summons. Bien évidemment, j'attends vos retours. N'hésitez pas à aller voir ma petite decklist moitié copain, moitié budget, mais qu'envoie du bois quand même, Ratona-Keton. La liste pour l'instant, la vidéo est disponible uniquement que pour les membres, donc je vous invite encore une fois à cliquer sur le bouton membre pour vous inscrire, et ça soutiendra énormément mon travail et tout ce que je fais sur internet de manière générale. Je compte sur vous, je vous fais des gros bisous, peace.